francophonie à Welland, 1940 à 1980. La paroisse du Sacré-Cœur a toujours été, depuis ses débuts, le lieu de rassemblement de la population canadienne-française de Welland. Vous savez que la population canadienne-française de Welland se chiffre aux alentours de 5 000 et qu'elle est presque noyée parmi d'autres nationalités, parce que Welland compte tout près de 42 nationalités différentes. Alors ça a été pour presque toute la population canadienne-française de Welland le lieu principal de rassemblement pour toutes les organisations, aussi bien religieuses, de formation, les organisations sociales, se sont toujours réclamées de la paroisse, ou du moins à leur début, et pour prendre forme, et pour en même temps aussi réaliser leur but pour lequel ils étaient mis sur pied. Alors vous avez une quantité de programmes sociaux, religieux, de formation qui existent et qui ont pris naissance à la paroisse du Sacré-Cœur. Les francophones, dès qu'ils sont arrivés à Welland vers les années 1919, eh bien, étaient en très petit nombre, de telle sorte qu'ils, étant assez restreints comme nombre de familles, ont commencé nécessairement à sentir ce besoin de se rallier, de s'unir ensemble et de se supporter mutuellement en se rassemblant autour de la paroisse que dirigeait l'abbé Tanguay à ce moment-là. Alors cet esprit a toujours motivé les rassemblements à la paroisse. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, la plupart de nos associations canadiennes-françaises se réclament de la paroisse comme leur fondation et comme leur esprit qui rallie nécessairement les Canadiens français entre eux. Le père Robert Farley, curé de la paroisse du Sacré-Cœur depuis 1978, a partagé avec nous ses impressions de la vie religieuse des francophones à Welland. Père Farley, pourriez-vous nous parler des changements de la paroisse du Sacré-Cœur depuis 1940? Mais le premier grand changement qu'il y a eu, ça a été surtout l'arrivée des franciscains, qui a, à l'occasion de la mort de l'abbé Tanguay, qui était le curé fondateur, le cardinal McGuigan de Toronto avait demandé aux franciscains de prendre la paroisse. Et donc, les franciscains ont commencé leur ministère paroissial dans la péninsule par la paroisse du Sacré-Cœur. Vous savez qu'à ce moment-là, c'était le cardinal James McGuigan qui était archevêque de Toronto et qui avait connu les franciscains lorsqu'il était à Regina comme évêque. Il avait gardé un très bon souvenir des franciscains et il avait sans doute remarqué que nous étions un ordre religieux qui était disponible et qui était prêt à prendre tous les défis, à relever tous les défis et en même temps aussi à donner du meilleur de nous-mêmes pour n'importe quel ministère qui nous était demandé. Et c'est la raison que le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto à ce moment-là, voyant que l'abbé Tanguay perdait des forces, ne donnait pas le même rendement, a fait appel aux franciscains. Comme d'ailleurs plusieurs diocèses ont fait appel aux franciscains lorsqu'il y avait des situations assez difficiles qu'une communauté devait prendre en main pour essayer de donner tout son rendement. Alors, c'est la raison pour laquelle le cardinal McGuigan a demandé les franciscains pour être responsables de la paroisse du Sacré-Cœur. Ça prenait nécessairement, je pourrais dire, une communauté qui soit soutenue par d'autres membres de leur communauté pour assurer d'abord une continuité et pour prendre des difficultés avec beaucoup plus de sérénité, parce que c'est difficile parfois, dans certaines situations, de prendre la relève de d'autres personnes qui ont passé avant nous et qui seraient peut-être incapables de réussir.
Mais en arrivant à la paroisse du Sacré-Cœur, comme tous les franciscains qui m'ont précédé, on arrive toujours à la paroisse avec une certaine peur, une certaine crainte, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On a vécu dans une autre paroisse où on a connu toute la population. En arrivant à Welland, c'est toujours la même impression qu'ont ressenti la plupart des curés, une certaine crainte en arrivant. Mais cette crainte-là disparaît très vite et très facilement, surtout en rencontrant les gens, les Canadiens français qui viennent à la paroisse du Sacré-Cœur et qui se montrent extrêmement sympathiques, accueillants, respectueux du prêtre et qui sentent le besoin de nous parler puis de nous exposer leurs problèmes comme leurs joies. Et ainsi, ça nous donne extrêmement confiance et ça nous aide à nous adapter le plus vite possible. Et surtout, je pense bien que la réputation de la paroisse du Sacré-Cœur, ou du moins dans notre province franciscaine, nous autres, ici dans l'Est du Canada, est considérée comme l'une des plus belles paroisses que nous pouvons avoir. Il nous promet une patrie, c'est ce qu'on voulait dire dans la première lecture aux Hébreux. Et on nous parlait de ces gens comme Moïse qui, tout en vivant sur la terre comme des étrangers, Une évolution qui s'est faite par l'arrivée de nouvelles familles canadiennes françaises. Je pense que lorsque l'abbé Tanguy est décédé, il y avait à peu près, disons, une population de tout près de 1000. Et puis d'année en année, la population s'est augmentée. Vers les années 57, on était rendu tout près de 1000 familles. Et en 1969, près de 1300 familles. Et actuellement, je pense qu'on peut compter en chiffre rond tout près de 1400 familles pour une population de 6000 âmes dans la paroisse du Sacré-Cœur. Nous avons parlé à M. Florent Lalonde au sujet de la vie économique des francophones. M. Lalonde est un membre fondateur de la Caisse populaire et occupe présentement le rôle de directeur du conseil régional de Lac-Faux. Monsieur Lalonde, pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de la première caisse populaire ici à Welland? Si on veut parler de la fondation de la Caisse populaire de Welland, il faut remonter au début des années 40, lorsque plusieurs familles
francophones du Québec arrivaient à Welland pour travailler dans les usines de guerre, sans doute attirés par les salaires assez élevés qui étaient payés dans cette partie-ci de l'Ontario. Et plusieurs de ces gens-là arrivaient ici avec des chèques de Caisse populaire du Québec. Et ils se présentaient soit chez M. Lemelin au magasin ou chez M. Mercier, restaurateur, pour échanger leurs chèques. Puis à ce moment-là, il y a eu, disons, un effort pour fonder une Caisse populaire. Puis ce groupe-là était présidé par M. Joseph Mercier, père de René Mercier. Mais ils n'ont pas réussi à établir leur caisse. Un deuxième essai a été mis sur pied par l'Association du bien-être, je pense que c'était en 1946. Ils ont formé un comité d'études qui était composé à ce moment-là de M. Gérard Poirier, Joseph Lemelin et moi-même pour mettre sur pied un cercle d'études en vue d'établir une caisse populaire. Ce groupe s'est joint, disons, je pense, une douzaine d'autres personnes du milieu, dont il y a M. Henri Baudouin, qui demeure ici encore, Léonard Carrier, Lionel Lapointe. Sans doute que j'en oublie plusieurs autres. Et on se réunissait une fois par semaine pour étudier les principes coopératifs et aussi pour étudier la loi qui régissait les caisses populaires. Et en septembre 1946, je ne sais pas tantôt si j'ai nommé M. Poirier, Gérard Poirier dans le groupe, mais M. Poirier était certainement l'âme, disons, du groupe, puisque pour lui, il n'y avait jamais d'obstacle insurmontable. Et en septembre 1946, nous avons demandé au gouvernement ontarien pour avoir une charte pour opérer une caisse populaire. La charte doit être signée par au moins 20 sociétaires. Et la charte a été obtenue en décembre 1946. Et la caisse a commencé à opérer le 8 février 1947. C'était par une des pires tempêtes de neige de l'hiver. Et le dimanche au messe, le Père Sauvé avait parlé de la raison d'être d'une caisse populaire dans le milieu, des bienfaits qu'elle pourrait apporter. Et le soir, c'était l'ouverture officielle de la caisse. Et nous avions à ce moment-là une cinquantaine de personnes présentes et nous avons commencé à percevoir des dépôts. Ça, c'était le début de la Caisse populaire à Welland. Nous avons ensuite continué à opérer le dimanche après les messes dans la salle paroissiale, l'ancienne salle paroissiale. Et à la fin de la première année fiscale de 1947, si on regarde les chiffres, nous avions à ce moment-là 300 sociétaires, un actif d'environ 36 000 $, avec un avoir propre de 500 $. Donc, disons que c'est très peu comme commencement. Mais au cours des années, la caisse a continué à progresser. Je pense que c'est en 1949, la caisse est déménagée dans la maison de M. Lemelin sur la rue Duncan, maison qui appartenait jusqu'à récemment à M. Claude Audette. À l'arrière de la maison, il y avait un ancien restaurant qui est devenu le local de la caisse. Donc la caisse a opéré là pendant un certain temps avant d'acheter l'immeuble au coin de la rue Welland et Empire. Et les locaux ont été aménagés tant pour le bureau de poste, un sous-bureau, puis la caisse populaire. Puis la caisse a opéré, je pense, au coin des rues Empire et Welland pendant plusieurs années, jusqu'à temps que la caisse achète la propriété de Scott, où elle est située présentement. Il y avait une usine de briques là, sur la rue Empire, puis il y avait aussi le bureau de l'architecte Scott. Donc la caisse a acheté et elle s'est servie des bureaux pour opérer la caisse pendant plusieurs années avant de construire l'édifice là en 1969-70, édifice qu'elle occupe présentement. Donc si on regarde le chemin parcouru depuis,
La Caisse a certainement connu de grands succès grâce à ses sociétaires qui lui ont fait confiance, puisque la Caisse aujourd'hui compte environ 7000 sociétaires, avec un actif d'environ 22-23 millions. Disons que les débuts ont été très lents. Disons, il y avait moins d'argent dans ce temps-là qu'il y en a aujourd'hui. Puis aussi, les gens, avant qu'ils aient mis toute leur confiance dans la Caisse, ils ont voulu s'assurer que la Caisse était bien établie sur des bases solides. Si je me rappelle bien, ça a pris 15 ans à réaliser notre premier million. Puis le deuxième million d'environ 6 ans. Et maintenant, la Caisse augmente, disons, au rythme de 2 à 3 millions par année. Actuellement, nous avons, je l'ai dit tantôt, environ 7000 sociétaires. Nous avons en prêt sur hypothèque, je dirais probablement 12 millions. En prêt sur billets, environ 5 millions. Donc, les argents qui sont déposés par les sociétaires servent à d'autres sociétaires qui sont dans le besoin. Quelle était l'importance de la Caisse populaire vis-à-vis des Canadiens français? Les sociétaires qui déposaient à leur caisse savaient que l'argent qui était déposé à la caisse était utilisé par l'un des membres qui était dans le besoin. La Caisse a aussi contribué de diverses manières au développement de la communauté. Si on regarde au cours des dernières années, tous les ans, cette semaine de la coopération, qu'on appelle coopération, cette année 80, c'est que la Caisse s'implique avec les associations dans le milieu, au point de vue de relèvement, soit culturel, économique, à tout point de vue. Donc la Caisse veut être présente dans le milieu. M. Aurel Gervais, membre fondateur du Club Champlain, nous a parlé de la vie sociale des francophones. M. Gervais, qui est présentement agent d'assurance, est un ancien échevin de ville. M. Gervais, pourriez-vous nous parler des associations qui ont été formées pour les Canadiens français de Welland? Bien, en 1980, il faut parler qu'il y a plusieurs organismes qui ont été fondés. Il y en a plusieurs qui marchent encore. Disons qu'on parle du 60e anniversaire de la paroisse du Sacré-Cœur. Je crois qu'en 1980, après 60 ans, il y a plusieurs organismes qui se demandent des questions. Est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils ont le même but qu'il y avait quand ils ont été fondés? On prend par exemple les artisans qui ont été fondés à la paroisse en 1920 et on parle de 1948, 1950, quand le local 112 des artisans faisait leur fête d'enfants à Noël. C'était la grande fête, on emmenait tous les enfants, il y avait le jeu de nativité, la naissance de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, en 1980, on ne semble pas avoir le besoin de reproduire tels organismes. Les artisans à Welland vendent de l'assurance et purement de l'assurance. Quand on parle de Saint-Jean-Baptiste qui a aidé 1948, a aidé beaucoup au développement des écoles, a commencé par faire des demandes pour avoir des écoles françaises ici à Welland. Aujourd'hui, avec les commissions scolaires, avec le comité consultatif de langue française, le besoin est moindre qu'il était, disons, en 1948. Quand on parle de l'association des hommes d'affaires, qui a été fondée pour unir les hommes d'affaires canadiens-français de Welland, le but, quand il a été fondé, c'était pour ramasser des fonds, pour annoncer que les annonceurs canadiens-français, les hommes d'affaires, annoncent aux radios CIAR. Et après que ça a été parti, que ça a été commencé, on a senti le besoin de continuer de s'unir comme groupe d'hommes d'affaires canadiens-français et surtout d'annoncer et s'aider ensemble. Et le bulletin des hommes d'affaires qu'on a appelé pendant plusieurs années, le bulletin paroissial, a été fondé dans le but de montrer aux Canadiens français ou d'aider les Canadiens français à faire leur choix dans le commerce qu'ils voulaient acheter. Le Club Richelieu, qui a été fondé il y a 20 ans passés, le Club Richelieu était pour aider l'enfance malheureuse. C'est un club, un autre club de bien-être comme le Lions, le Kiwanis, mais c'était spécifiquement pour les Canadiens français de Welland.
Et en 1980 encore, on se demande la question, est-ce que quand on parle de bien-être ou enfance malheureuse, avec tous les services sociaux qu'on a du gouvernement, est-ce qu'on a besoin, est-ce que le même but au Club Richelieu existe encore? Et la même chose se produit parmi les autres clubs qu'on a dans les autres organismes canadiens-français. Est-ce qu'en 1980, on a le même but? La Ligue du Sacré-Cœur, pendant plusieurs années, était une des plus forts organismes religieux qu'il y avait à la paroisse du Sacré-Cœur, si je me rappelle bien, là, dans les années 40 et même des années 50, on parlait de 300 ou 400 membres qui à tous les premiers dimanches du mois avaient la communion ensemble, et il y avait un déjeuner causerie, et à ce moment-là, on avait un orateur, un conférencier qui venait nous parler. Et c'était surtout les pères de famille, si vous voulez, qui appartenaient à la Ligue du Sacré-Cœur. Et les conférenciers nous parlaient surtout de l'exemple que les membres de la Ligue du Sacré-Cœur pouvaient donner dans la paroisse du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, encore là, il y en a des membres qui font partie de différentes organisations de la paroisse du Sacré-Cœur, mais il semble que le besoin tel quel de se rencontrer une fois par mois et d'avoir des conférences sur les exemples d'affaires-là, c'est plutôt diminué. Pourriez-vous nous parler maintenant du Club Champlain? Oui, dans les années, dans les 60 années de la paroisse du Sacré-Cœur, il y a eu plusieurs organismes qui ont été fondés, qui ont tombé, qui ont commencé, qui sont revenus. Entre autres, le Club sportif canadien-français, dont je n'ai pas fait partie, et j'étais trop jeune, mais qui apparemment était un club pour les sports qui organisait les Canadiens français. Et c'est tombé. Et en 1967, on avait été invité à participer à un tournoi de la Fédération des clubs sociaux et pour un tournoi de hockey. Et à ce moment-là, Welland, où la paroisse du Sacré-Cœur n'avait pas de club de hockey canadien-français tel quel. Donc, nous avons envoyé des joueurs. On a choisi 14 joueurs et on les avait envoyés à Moulton. À ce moment-là, on a gagné le tournoi. Et en gagnant le tournoi, on était censé être le club hôte pour l'année à venir pour organiser le tournoi. Et à ce moment-là, on a organisé le Club Champlain, et on l'a appelé le Club Champlain. C'était l'association sportive canadienne-française, quoi, dans la première année. Et c'était dans le but d'organiser le tournoi de hockey. Et à ce moment-là, on a demandé aux Canadiens français, est-ce qu'il y avait un besoin? Est-ce que ça répondrait à une certaine demande dans la paroisse si on partait un club de sport? Et il semble que ça a répondu à une certaine portion de la population, parce que quand on parle de 3 équipes de hockey en 1967, avec 12 en 1980, on n'avait pas de balle molle. Cette année, on a 10 équipes de balle molle. Au ballon-ballet, c'est la même chose. On n'avait pas. On a 16 équipes. On a des équipes de hockey, des équipes de euchre. Et ça semble répondre à un besoin dans le moment pour les sports, pour les Canadiens français de Welland. Dans tout organisme que je pense en 1980 et peut-être aussi grave qu'elle l'était en 1940, c'est qu'on vit dans une ville, puis qu'on le veuille pas, à majorité anglaise. Et si on veut survivre comme organisme canadien-français, c'est très difficile d'avoir les chefs pour être comme directeur ou instructeur ou gérant de toute équipe. Et la même chose se produit dans les organisations. C'est qu'on ne manque pas de joueurs ou on ne manque pas de membres, mais on manque d'organisateurs canadiens-français. C'est le malheur. C'est le malheur en 1980. M. Marc-Yvain Giroux, surintendant des écoles de langue française, nous a parlé du développement de l'éducation française à Welland. M. Giroux, pouvez-vous nous parler des changements dans le système scolaire depuis, disons, 1940? Les changements majeurs qui se sont opérés depuis 1940 sont à l'effet que, d'abord, en 1940, les écoles de langue française en Ontario n'existaient pas comme telles, comme aujourd'hui. On parlait à ce moment-là surtout d'écoles bilingues. Puis, disons,
tant qu'au nombre d'écoles, en 1940, ça c'était avant mon temps. Moi, je suis arrivé ici en 1954 seulement. Et je crois qu'à l'époque, il y avait à l'école centrale, on a eu des classes à l'école centrale. Ensuite, c'est l'école, le pilier de tout ça, du système scolaire, était l'école Coronation, qui était une ancienne usine qu'on avait désaffectée. Puis on a aménagé des classes là, du jardin d'enfants à la 8e année. Et le premier principal de cette école-là était M. Dieudonné Bougie. Ensuite, plus tard, il y a eu l'ouverture de l'école du Sacré-Cœur, une école privée, élémentaire également, qui a été fondée pour répondre aux besoins, surtout des élèves qui habitaient dans la municipalité de Crowland. Ceux qui habitaient Welland pouvaient fréquenter l'école Coronation. Au niveau secondaire, il n'y avait rien pour les élèves de langue française, c'est-à-dire qu'ils devaient aller à l'école secondaire de langue anglaise après la 8e année. L'école du Sacré-Cœur a débuté avec des classes élémentaires, mais est devenue ensuite une école secondaire, privée, où on avait jusqu'à la 10e année. Ensuite, finalement, on a donné des cours jusqu'à la 12e année. Quand je suis arrivé ici en 1954, l'école du Sacré-Cœur avait déjà des classes au secondaire. Ensuite, on a eu plus tard l'ouverture de l'école Princesse Élisabeth. Là, à ce moment-là, on a pu desservir tous les élèves qui habitaient dans la municipalité de Crowland. Et éventuellement, on a eu l'école centrale qui a offert des classes de 7e et 8e année pour les élèves de langue française. Et puis, on a obtenu ensuite l'école Empire, Empire School, qui est devenue l'école Empire, du jardin à la 6e année. Et puis, on a eu la construction de l'école Vanier. Et là, on a fermé l'école centrale, et puis les élèves de 7e et 8e année ont fréquenté ensuite l'école Vanier, Général Vanier. Et puis, plus tard, bien, ça a été l'ouverture de l'école, la fondation, c'est-à-dire de la nouvelle école du Sacré-Cœur par les Sœurs du Sacré-Cœur. Cette école a été construite ici sur l'avenue qui s'appelait Delda, et c'est présentement l'école Confédération. Alors, cette école du Sacré-Cœur a été opérée par les Sœurs du Sacré-Cœur pendant quelques années seulement. Et on a ensuite vendu cette école au conseil scolaire de Niagara-Sud. Mais il faut se souvenir qu'il y a eu une réorganisation en 1969 dans le comté de Welland. Toutes les municipalités se sont réunies au point de vue scolaire. C'est-à-dire qu'on a fait une fusion de tous les conseils scolaires, les commissions scolaires de l'époque. Alors, ce n'était plus les conseils scolaires de Welland, c'est devenu le conseil scolaire de Niagara-Sud pour répondre aux besoins de toute la population de la région. Et ça, c'est arrivé en 1969, la grande réorganisation. Et dans cette grande réorganisation, c'est à ce moment qu'on a nommé un responsable, un agent de supervision pour ces écoles de langue française. Et ce fut M. Gérard Raymond, qui a été le premier surintendant des écoles de langue française. Alors voilà les grands changements. À partir de 69, là, il n'y a pas eu de changement majeur, c'est-à-dire dans le nombre d'écoles. On a maintenu les écoles qu'on a eues à l'époque, qu'on avait, c'est-à-dire aux écoles élémentaires, on a eu l'école, on avait Empire, l'école Afton, qui était une école bilingue dans le vrai sens, c'est qu'il y a deux sections. Il y a le secteur francophone, puis le secteur anglophone au sein de la même école. Ensuite, vous avez l'école Princesse Élisabeth, puis l'école Général Vanier pour les 7e et 8e années. Et puis, naturellement, l'école Confédération, qui est devenue, qui a été changée de l'école du Sacré-Cœur à l'école Confédération, en 1971, je pense. La vie francophone à Welland a subi plusieurs changements. Voici Mme Gilberte Fournier pour nous en partager ses impressions. Mme Fournier a été enseignante et membre fondatrice de Châtelaine à Welland.
Elle demeure très active dans notre communauté. Chaque année, plusieurs familles venaient du Québec durant ces années-là, durant l'année 50-60, là, de 50 à 60. Il y avait toujours des familles nouvelles qui arrivaient. Alors, quand ces familles-là arrivaient, on entendait les enfants, surtout, moi j'étais avec les enfants à l'école, alors j'entendais les enfants parler français. Puis ça, on aurait dit que ça nous donnait un regain de vie. Hein, ça nous incitait à pratiquer davantage notre français, puis à le garder, puis à l'améliorer si la chose était possible. Je pense que ce sont ces familles-là qui nous ont donné, c'était du sang nouveau qui arrivait, puis c'était un bien immense pour nous. Et puis ensuite, bien graduellement, dans les écoles, les classes françaises se sont installées. Et puis finalement, au lieu d'une école anglaise, nous avions une école où on enseignait le français et l'anglais. Mais d'abord, quand je suis arrivée en 51, je vais t'avouer franchement que j'étais un peu perdue. Parce que je sortais de ma chambre, il fallait que je parle en anglais. Et puis, si je voulais un journal, il fallait que j'achète un journal anglais, ce à quoi je n'étais pas habituée. Venant d'Ottawa, là, près d'Ottawa, on avait tout en français. Alors ça, c'était réellement un choc pour moi. Mais après un mois, bien, je me suis dit, il faut que je m'adapte, et puis il faut que je m'infiltre, et puis il faut que, si je veux rester à Welland, il faut que je fasse comme les autres. Alors, là, graduellement, je me suis habituée à écouter la télévision, non pas la télévision parce qu'on ne l'avait pas dans ce temps-là, mais la radio en anglais, puis acheter un journal anglais, puis ainsi de suite. Comme ça, la situation des francophones ici était... Mais les francophones... Bien, suppose, à l'école Princesse Élisabeth où j'étais, il y avait 19 institutrices. Là-dessus, nous étions 2 institutrices canadiennes-françaises. Alors, ça veut dire que dans nos classes, on parlait français, dans nos 2 classes, mais à part de ça, bien, c'était en anglais continuellement. Les directives étaient en anglais, puis ainsi de suite. Et puis, le seul endroit où on pouvait parler français d'une manière peut-être plus générale, c'était à l'église du Sacré-Cœur, où on se rencontrait pour les associations. Et puis, c'est dans cette même année-là que j'ai fondé l'artisanat du cercle féminin à la demande de la Saint-Jean-Baptiste, qui existait déjà. Puis comment est-ce que les francophones se sentaient, eux, dans un milieu presque totalement anglais? Bien, je suppose qu'ils étaient comme moi au début. Hein? On est un petit peu étrangers, mais après, bien, on s'habitue. Et puis, si je n'avais pas été satisfaite de demeurer à Welland, bien, je serais retournée, je serais peut-être pas retournée parce qu'il ne faut pas aller en arrière, mais je serais allée ailleurs. Mais je me suis habituée graduellement, puis là, bien, je me suis mise à travailler pour les Canadiens français dans différentes associations. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie, moi, parce que je tiens à mon français, puis je veux qu'on le garde. Et puis, durant l'année, la 2e année, bien, j'avais rencontré celui avec qui je me suis unie. Alors ça, bien ça voulait dire rester à Welland pour le reste de ma vie. Dr. Jacques Dubois, qui est à Welland depuis 1949, a partagé avec nous ses impressions au sujet de la francophonie dans la péninsule du Niagara. Dr. Dubois, pourriez-vous nous parler un peu de la francophonie de Welland depuis que vous êtes arrivé? Naturellement, il s'est fait une évolution assez marquée, comme tout groupe ethnique, j'imagine. Au cours des 30 dernières années, il y a eu une évolution assez marquée dans notre société moderne. Alors, il va sans dire que le groupe francophone à Welland aussi a subi une transformation assez marquée. C'est une évolution qui s'est manifestée bien souvent par des progrès assez importants dans plusieurs domaines, peut-être par certains reculs aussi dans d'autres domaines, mais je pense qu'en général, on a réalisé certainement une amélioration bien marquée, une amélioration bien nette dans l'ensemble des activités de notre groupe francophone. Au point de vue éducatif, naturellement, au point de vue éducation, vous en avez entendu parler. Vous avez fait de l'historique
de Welland jusqu'à présent. Vous avez, pas sans dire qu'en 1949, quand je suis arrivé ici, je pense que nous avions peut-être une école de langue française qui était l'école Coronation et quelques classes dispersées un peu partout dans le système, mais pratiquement on n'avait pas un système établi là, du jardin à la 13e année. Ça, c'est venu au cours des années. Ça s'est amélioré beaucoup. Nous avons un excellent système maintenant que j'estime qui est égal à n'importe quel système de langue française dans la province. À d'autres points de vue, au point de vue économique, quand je suis arrivé ici, naturellement, nous avions une population qui jeune, hein, qui venait d'émigrer ou d'arriver de la province de Québec ou d'un peu partout, du nord de l'Ontario. C'était une population un peu instable. Mais les gens n'étaient pas... C'est au cours des années 40, au cours de la guerre, que le gros de l'immigration s'est fait. Les gens n'étaient pas trop certains s'ils devaient rester à Welland, s'ils s'y plairaient, s'ils s'y fondraient une famille ou y demeuraient. Alors, c'était un petit peu instable. Par la suite, par exemple, au cours des années 50, on a vu que la population s'est stabilisée. Ils ont décidé de demeurer à Welland, de faire leur demeure. Alors, nous avons une population qui est beaucoup mieux établie, beaucoup plus stable qu'elle l'était il y a une trentaine d'années. Et, naturellement, comme le restant de la population, beaucoup plus riche, avec nous avons une société beaucoup plus affluente, maintenant beaucoup plus riche que nous avions il y a 30 ans. Alors, les moyens de communication, les moyens de transport, les gens ont voyagé, se sont éduqués, se sont instruits, puis ça fait un changement énorme dans une population qui n'est plus une population jeune comme nous avions il y a 30-40 ans. Il y a eu des changements dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de la santé. À la suite de mon rapport que j'avais présenté au gouvernement il y a 4 ou 5 ans, les hôpitaux ont commencé à réaliser naturellement que les services de santé en langue française n'étaient pas adéquats pour la population francophone. Alors ils ont tenté de suggérer certaines améliorations dans les hôpitaux. Nous avons un peu plus de services en langue française à l'hôpital de Welland maintenant que nous avions il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était absolument nul. Mais maintenant, on peut entendre parler français dans l'hôpital un peu plus qu'avant. Nous avons plus de médecins français. Nous, personnellement, nous avons un bureau assez bien organisé pour servir la population francophone. À l'hôpital, nous avons d'autres médecins qui parlent français très bien, qui s'expriment en français et qui peuvent communiquer avec notre population francophone. En administration aussi, il y a beaucoup de services en administration à l'hôpital que nous n'avions pas il y a plusieurs années. Alors, c'est une amélioration nette à ce point de vue-là. Je pense que, en ce qui concerne les Canadiens français, l'avenir est assez prometteur. Nous avons une population francophone. Naturellement, les Canadiens français ont tendance à rester fidèles à leur langue, leurs coutumes, leurs traditions, leur culture. Puis je pense que le gros de la population à Welland semble vouloir conserver probablement leur langue et leur culture. Il y a certainement, naturellement, dans un groupe minoritaire, comme nous le sommes dans le milieu dans lequel on vit ici à Welland, dans un milieu anglophone, c'est tout naturel qu'on en perde. Il y a certainement certaines familles qui vont perdre leur langue. Mais je pense qu'en général, la plupart vont demeurer fidèles. Nous avons tout de même un bon groupe solide de franco-ontariens à Welland qui ont l'intention de rester bien franco-ontariens.
Cette émission fait partie d'un projet pour des étudiants au niveau postsecondaire financé par le ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration. Ce projet fut réalisé durant l'été de 1980 à l'occasion du 60e anniversaire de la paroisse du Sacré-Cœur.